J'écris maintenant ma première ligne de code pour input. Donc, à chaque notion que nous allons voir, on va toujours revenir à d'autres notions passées. On parle maintenant des inputs, mais on verra comment est-ce qu'on va revenir dans des variables. J'ai fait ici input. Effet input. J'affiche le message qui sera dans l'écran. Entrez votre nom. Ici, on a l'input qui est là. Si j'essaye de tester ces fichiers ici, input.py, ou bien que ça me dit entrez votre nom. Je peux entrer quelque chose et puis le programme est terminé. Maintenant, on va faire en sorte que, comme on avait dit au niveau des variables, qu'une variable peut avoir directement une valeur comme ça, ou soit on peut mettre la valeur d'un input à l'intérieur d'une variable. Donc, on a une variable et puis on prendra directement la valeur que l'utilisateur va faire entrer. Comment est-ce qu'on peut le faire? Je viens ici au début. J'ai dit la variable name aura la valeur de ce que l'utilisateur va entrer. Je vais venir ici, j'ai fait /n pour aller à la ligne. Je prends encore Python 3, je refais toujours pour ces mêmes fichiers. J'interprète ces fichiers. Entrez votre nom et là. J'ai fait entrer mon nom. Le programme se termine ici parce qu'on a dit uniquement qu'on a besoin que l'utilisateur puisse entrer son nom et ce nom-là doit être affecté dans la variable name et puis c'est tout, pas autre chose. C'est ce que le programme est en train de faire. Un programme ne fait que ce qu'on lui a, les ordres qu'on lui a donnés. Donc, ce programme ici n'a que l'ordre de faire entrer les données de l'utilisateur dans la variable name et c'est fini. Maintenant, après avoir fait entrer la valeur ou la donnée de l'utilisateur dans cette variable name, on veut maintenant l'afficher. Là, on revient encore avec la notion de print. Je viens ici, j'ai fait print name. Donc, je vais afficher ce que l'utilisateur va entrer. Je clique mon terminal ici, j'efface, et puis je refais. Je fais entrer le nom, Ben, et puis c'est le nom qui est affiché. Maintenant, à cette étape, nous allons maintenant afficher une phrase où on ajoute quelques mots au début du nom qui sera affiché. On peut s'allier les noms entrés par l'utilisateur. Donc, pour ça, on fait la concaténation, c'est-à-dire on a une chaîne de caractères comme salut, et puis on ajoute les noms de la personne ou les noms que l'utilisateur fait entrer. Donc, cette opération ici, c'est la concaténation. On mélange des chaînes de caractères. Ici, on a sali, et puis on mélange encore avec la chaîne de caractères que l'utilisateur a entré. Donc, je refais toujours la même commande. Vous voyez que ça m'affiche sali ben. Parce que j'ai dit au programme, quand l'utilisateur entre un nom, prend ses noms et puis écrit sali et tu ajoutes ses noms. C'est ce que le programme fait. Ça, c'est la concaténation. Il y a aussi une autre façon de faire la même chose. Donc, avec ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est le f-string, la notion de f-string. C'est-à-dire, j'enlève comme ça, j'écris f, et puis, à l'intérieur de f, il y a maintenant une chaîne de caractères qu'on va mettre des données. J'écris ici sali, virgule. Maintenant, ici, je ne ferai plus pour concaténation. Comme c'est une variable que je dois afficher, j'ai juste à faire, comme c'est une variable que je dois afficher, j'ai juste à faire des accolades. Je fais juste accolade ainsi.
Et puis, à l'intérieur, je passe le nom de la variable. Quand je passe le nom de la variable ainsi, là maintenant, on pourra refaire cette interprétation. J'essaie de repartager encore mon écran. Donc, la notion de variable en Python, ça ne vous demande pas de faire des types tout au début. Ça ne vous demande pas de faire des types au début, juste déclarer la variable comme on a vu. Et puis, après avoir déclaré la variable, vous devez maintenant affecter une valeur. Soit vous pouvez affecter une valeur en l'initialisant. Donc, quand vous créez directement la variable, vous affectez une valeur statique, ou soit vous pouvez attendre l'utilisateur puisse entrer une valeur en faisant input. Je repartage l'écran. Donc, avec ce que l'utilisateur peut faire entrer, vous avez la possibilité de l'afficher ou faire aussi autre option ou autre opération après. Ce qui est d'abord important, l'utilisateur puisse entrer une variable, une valeur, et puis vous affectez cette valeur à une variable, et puis vous pouvez l'afficher ou faire autre opération. Je suis en train de repartager l'écran. L'enseignant vient de quitter. Qui prend la relève, s'il vous plaît? Monsieur Shadrach, sauf erreur de ma part, on ne sait pas vous entendre.
J'espère que maintenant vous m'attendez. Oui, on y attend. On peut continuer le cours. Donc, j'avais dit il y a deux possibilités de faire les points ici. Premièrement, la première manière, je peux faire print avec concaténation archaïque, je peux dire, parce que moi j'utilise les F-string, c'est plus simple ou c'est plus beau à utiliser. Ici, j'avais écrit salut, et puis j'ai fait please name, et puis la deuxième manière, c'est maintenant cette autre façon ici, avec le F-string. Vous voyez qu'ici, si vous avez plusieurs variables à afficher, il vous faut aussi plusieurs signes plus pour concaténer. Mais avec F-string, vous avez juste une chaîne de caractères. Si il vous faut passer une variable, vous mettez ça juste dans ces parenthèses et dans ces accolades. C'est plus pratique. Donc, ce qu'on va commencer à utiliser, c'est la deuxième manière ici. Donc, ici, je peux faire encore clear. Je viens faire. Je fais entrer le nom, admin. Et ça m'affiche toujours la même chose, salut admin. Parce que c'est la même fonctionnalité, c'est juste la syntaxe qui change. Là, c'était pour afficher notre donnée que l'utilisateur a fait entrer. Maintenant, on va voir encore une autre notion. Avec Python, je peux dire ici les séquences. J'ai oublié de mettre l'extension .py. L'extension .py ici. Avec ces fichiers ici, ce que je vais faire, je me dis non, name égale, je vais par exemple John. On a une variable qui a la valeur John. C'est une chaîne de caractères. On peut maintenant faire print, premièrement print name, j'écris ici, j'ai fait Python 3, séquence.py. On a les noms en entier. On peut faire en sorte qu'on puisse uniquement afficher la première lettre. Donc, ici en Python, une chaîne de caractères peut être considérée comme un tableau. C'est aussi dans plusieurs langages de programmation. Donc, pour accéder à cette chaîne de caractères et prendre une seule lettre, je fais juste crochet. Et puis, si je prends 0, ça prendra la première lettre. Je refais la même commande. Vous voyez, ça m'affiche uniquement J. Si je me dis, je vais prendre, on commence toujours par l'index 0. Ce n'est pas que comme c'est J, c'est la première lettre qu'on doit commencer par 1. Non. On doit commencer par 0. Si je prends 3, ça va me prendre la lettre N. Donc, vous voyez, avec Python, on peut aussi faire ce genre d'action. À part de ça, on a aussi la notion de liste. Quand on parle de liste, je me dis, j'ai plusieurs noms. Premièrement, John. À part John, on a Alice. À part Alice, et même admin. Et pour faire print, j'ai fait d'abord print de tous les names. J'ai fait clear d'abord. J'imprime tous les noms qui sont ici.
ça m'affiche un tableau avec toutes les 3 valeurs. Maintenant, avec cette façon de liste, on peut accéder à chaque valeur. Si j'ai fait name 0, on voit ce que ça va nous donner. Ça nous donne John. Je peux faire name 2, c'est-à-dire que je vais accéder à deuxième valeur index dans ce tableau ici, dans cette liste, c'est la 3e valeur, c'est-à-dire admin. Donc, ça m'affiche admin. Je vais me dire, j'affiche d'abord tous les noms. Et puis, avec ces names, je peux faire append. J'ai dit test. Et puis, je reviens pour faire print. Au début, je vous avais dit que Python était un langage interprété. Donc, ce qui fera Python est un langage interprété, ça lit nos codes ligne après ligne. Donc, quand ça commence d'abord à faire print de ces names, on fait append, on va voir maintenant l'action qu'on a fait, qu'est-ce que ça fera dans notre variable. J'ai fait encore print des names. J'efface d'abord ici. Donc, vous voyez une petite différence entre les deux. On avait 3 valeurs. On a affiché, fait print. Ici, le print est là. Maintenant, append ici, ça nous permet d'ajouter une valeur dans cette liste. Vous voyez que j'ai fait append test, ça a ajouté la valeur. Donc, append va nous permettre d'ajouter une valeur dans cette liste. Là, c'est d'append. On a vu comment est-ce qu'on peut accéder dans cet item, dans cette liste, juste en ajoutant crochet, puis vous prenez l'index. On a vu comment on peut ajouter avec append. Append nous permet d'insérer ou d'ajouter à la fin de la liste. À part append, on voit une notion encore de insert. Names.insert. Maintenant, avec insert, on doit préciser. Parce qu'avec append, ça ajoute directement à la fin. Avec insert, je vais mettre insert 1. Quand je mets insert 1, j'ai dit ajoute-moi Paul. Et puis je fais print de ces names toujours. La liste des names. On va voir ce que ça va nous donner. J'efface d'abord, puis je refais. Vous voyez que au début, c'est 3 valeurs. Après avoir fait append, on a test à la fin. Et ici, après avoir fait insert, on a maintenant Paul de l'index 1. C'est-à-dire, insert nous permet d'insérer dans un index ou un indice qu'on connaît déjà. Append ajoute à la fin. Insert va insérer la valeur dans un indice prédéfini. Vous voyez que comme on avait mis 1, ça a ajouté directement dans l'indice 1. Paul est là. À part l'ajout, on peut aussi supprimer. Je commente le point ici, je commente encore l'autre ici. Je prends names.remove. Je dis supprime-moi Alice.
j'ai fait print. Toujours de la liste names. On voit dans la liste ici, à la fin, Alice sera toujours là. Donc, avec Alice n'est plus là. Je peux faire clear. Alice a été supprimée. Donc, avec la liste, vous pouvez ajouter, vous pouvez supprimer, vous pouvez même modifier. Pour modifier, il suffit de prendre l'index de ce que vous voulez modifier. Comment ça? Je fais ici, commentaire, je dis modify. Je prends la liste name. Indice 0, nous avons John. Je dis d'indice 0, mets-moi Do. On va voir maintenant la liste 0, ça sera quoi? Directement, l'indice 0 devient Do. Pour modifier, il suffit de cibler l'indice que vous voulez modifier et puis vous changez la valeur, c'est tout. Là, c'est pour modifier. On a vu pour supprimer. La suppression, c'est bien fait. On peut aussi utiliser sort. Si par exemple, ici, j'ai fait un test name.sort. J'enlève la suppression. J'interprète encore mes codes. Donc, on a admin, Alice, Do, Paul et test. Je vais imprimer avant de faire les sortes pour voir la différence entre les deux. Vous verrez que ça m'a changé la disposition des valeurs. Donc, les sortes ici permettent de faire sortir sans pourtant avoir un ordre prédéfini. Donc, à part la notion de liste, il y a aussi les tuples avec Python. Je crée un fichier, je nomme ça tuple.py. Je crée un variable. Je nomme ça les coordonnées qui est là. Avant d'affecter une des mots pour voir qu'est-ce que... Premièrement, je crée une variable coordonnée x. J'ai je partage d'écran. Première variable coordonnée x. Coordonnée y. Je mets 20 points. Donc, ça, la notion de tuple, c'est des variables. On doit les faire directement comme ça. Maintenant, les tuples vont nous permettre de faire en sorte que qu'on directement dans une seule variable. Je peux créer une variable coordonnée où je vais maintenant ajouter point 0. Et puis, je fais print.
Je vais prendre de ces coordonnées ici. Je supprime la console. Je fais pour séquence, je dois changer le nom des fichiers. Python 3 et puis tuples. Vous voyez que ça m'affiche directement ces deux valeurs coordonnées. Donc la différence entre tuples et liste, ça c'est la liste. Avec la liste, on peut faire plusieurs actions. Ajouter, modifier, supprimer et autres. Avec les tuples, il faut qu'on mette tuple. C'est juste, si vous voulez mettre certaines données dans une seule variable, vous pouvez utiliser des tuples. Vous ne pouvez pas ajouter à la fin. Comme dans la liste, on avait fait append. Avec tuple, vous ne pouvez pas faire append. Je disais plutôt vous. Donc vous pouvez supprimer comme la valeur ici. Ça. Donc, pas comme comparaison, la suppression dans la liste c'est fait, tandis que la suppression dans les tuples, ça ne se fait pas. Les mots-clés remove, ici on avait utilisé remove. Donc on avait fait names.remove. Si j'essaie ici dans les tuples, coordinate.remove, je prends 10.0 et puis je vais faire print. Vous voyez qu'il est rare. Donc les tuples n'a pas l'objet ou n'a pas l'objet tuple n'a pas l'attribut remove. Avec les tuples, vous ne pouvez pas utiliser remove dans tuple. Là, c'est à retenir. Ce qu'on essaie encore, on fait append. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Je fais append 15.0. Je fais clear. Append aussi. Là, déjà, on a vu des différences. Remove n'est pas dans tuples. Append n'est pas aussi dans tuples. Si je vais changer la valeur de la première partie ici, comme on a 10.0 et 20.0, je me dis coordinate 1 ou soit coordinate 0 égale 12. Valeur de 10.0 ici. Donc, si vous avez des données à modifier ou à faire autre chose, utilisez des listes. Parce qu'avec tuple, il y a plusieurs opérations qui ne sont pas tuple. Je peux prendre ici, je me dis, prends-moi d'abord 1. On essaye comme ça comme on avait fait. Là, ça marche. Vous pouvez accéder. Toujours par 0. Et puis ici, c'est 1. C'est pourquoi ça nous a affiché 20. Là, c'est toujours la notion des items ou des collections avec Python. On a liste et puis tuples. Avec la liste, vous pouvez faire plusieurs actions, tandis qu'avec les tuples, il y a des choses qui sont non permises.
ce qui est à retenir. Et puis, à part les tuples, nous avons les collections, une collection de 7.py. Là, toujours, c'est pour les collections. J'ai une variable mySet. MySet, c'est là. Et puis, je mets des accolades. Je mets Apple, banana, et puis, je mets cherry. On commence d'abord par faire le print tout au début. On va voir ce que ça va nous donner ici. C'est clear. Ici, c'est 7. Donc, ça nous affiche la collection qui est là. Une petite différence encore avec la liste, c'est des crochets. Il y a des crochets. Avec les tuples, ce sont des parenthèses. Avec 7, des accolades. Je peux accéder à une valeur. Donc maintenant, l'accès ne se fait pas par index. Dans 7, l'accès ne se fait pas par index. Là, on doit faire une boucle. La boucle for. J'ai fait for x. In mySet. Bien, on va voir aussi, on va voir la boucle for bientôt. Et puis, j'ai fait print x. C'est-à-dire, dans tout ce qui se trouve, moi ça, un par un. J'ai fait clear. Et puis, ça m'imprime ligne après ligne. Donc ça, c'était pour les collections. On verra une autre type, une autre donnée pour les collections. Un type aussi pour les collections plus tard. Mais pour le moment, on a vu 3. Premièrement, la liste. Deuxièmement, les tuples. Troisièmement, 7. Après ça, on va maintenant passer pour des conditions. Je crée un fichier conditions.py. Les conditions, c'est tout ce qu'on vit dans la vie naturelle. J'ai la variable A, c'est 5. Ici, en programmation, les conditions, c'est toujours des si, comme on le fait dans la vie courante. Si, maintenant ici, c'est en anglais. Avec Python, on fait if. J'ai fait if, où ça peut commencer que l'utilisateur puisse entrer un nombre, fait input, nombre. Donc, la valeur que l'utilisateur va faire entrer, c'est ça maintenant qui sera dans ce if ici. Là, on va faire une condition. Si A est supérieur à 5, et puis j'ai fait print, ou ça j'ai fait supérieur à 0, print, j'écris quoi? A est positif. A est positif. Donc, c'est un nombre positif. Donc, avec Python, l'indentation est obligatoire. Vous voyez l'espace qui est ici. C'est ça qui permet à l'interpréteur Python de comprendre que ce bloc ici est à l'intérieur de cet autre bloc. Parce qu'ici, il y a if. Ici, j'ai mis print. Donc, ce print est à l'intérieur de ce if. Avec Python, il n'y a pas d'accolade, comme d'autres langages de programmation. Python avec travail, c'est des points. Et l'indentation. L'indentation à Python est obligatoire.
Si vous ne faites pas ça, vous aurez des erreurs. Donc, j'ai fait clear. Ici, condition, je change d'abord le nom du fichier. Condition. Ça me demande d'entrer un nombre. Si j'ai fait 5, ça me donne erreur. Pourquoi ça me donne cette erreur? Quand vous faites input, je vais faire pour aller à la ligne. Quand vous faites input, input vient par défaut comme chaîne de caractères. Maintenant, on doit faire la notion de cast. Cette chaîne de caractères, si c'est réellement un nombre que l'utilisateur a entré ou un chiffre, on doit les caster en int, en integer. Donc, pour faire cela, on doit d'abord faire int, et puis à l'intérieur, on fait input. Donc, la valeur que l'utilisateur va faire entrer sera maintenant castée en entier, et puis on va faire cette condition. Je fais clear. Je refais la même chose. J'ai mis 3. Ça m'affiche 3 et A est positif. Parce que 3 est supérieur à 0. Je refais la même chose. Si je fais 0, le programme s'arrête. Pourquoi le programme s'arrête sans rien afficher? Parce qu'on a une seule condition. Si A est supérieur à 0, on affiche. Au cas contraire, on n'a rien fait. Maintenant, pour gérer les cas contraires, avec Python, il faut faire else. Des points. Il fait print. Print A n'est pas positif. Là, on va maintenant essayer avec un chiffre différent des nombres positifs. Il fait moins D. Ça veut dire A n'est pas positif. Donc, si A est supérieur à 0, ça fera A est positif. Si A est différent de ou inférieur ou égal à 0, A n'est pas positif. Là, c'est tous les cas contraires. Mais on peut aussi utiliser une autre condition pour prédéfinir un autre cas. Sinon, si, dans les langages courants, si c'est elif. Dans notre langage, c'est else, c'est if. Avec Python, c'est elif. Donc, je vais dire elif A est égal à 0. Print A égale 0. On teste ça. 0. Ça me dit A égale 0. Le nombre d'elif n'est pas déterminé. Vous pouvez avoir plusieurs elifs que vous voulez. Juste, if doit être unique. Si vous avez aussi else, else doit être unique. On peut avoir if sans elif et else, mais on ne peut pas avoir les autres ici sans avoir if. Si par indexation ici, j'essaie un peu d'enlever ça, on voit ce que ça va nous donner. Vous voyez qu'il est indentation error. Python oblige l'indentation parce que l'interpréteur ne comprend que par indentation. Il comprend que print ici doit être à l'intérieur d'ici. S'il voit qu'il est une erreur, ça va vous afficher cette erreur. Vous voyez indentation error, ça nous précise même les blocs dans if. Et puis la ligne 3, dans les blocs ici de if, il faut que print soit indaté. Là, c'est pour la condition. Maintenant, on passe pour des boucles. Donc, on va se limiter dans des boucles et demain, on verra aussi autre partie. Avec les boucles, c'est un tour qu'on veut faire. Il y a des types de boucles.
en Python, nous avons while, qui signifie en français tant que, et puis nous avons aussi for. Avec for, la différence est que entre for et while, la différence est que avec for, on connaît le nombre d'indentations, le nombre d'itérations plutôt, donc le nombre de tours que cette boucle va faire. Tandis qu'avec while, on ne connaît pas le nombre de tours que la boucle va faire, mais la boucle tiendra compte des conditions qui lui sont données. On commence d'abord par while. J'ai fait i égale 1. Et puis je me dis while i est inférieur à 6, des points. Donc, dans notre langage, vous faites des accolades. Avec Python, oubliez des accolades. Oubliez des points-virgules, ça n'existe pas ici. Quand vous faites while et puis mettre des accolades, ici, ça n'existe pas. Ici, il faut des points. While i est inférieur à 6, print i. On a une boucle. Si j'exécute cette boucle, ça sera une boucle infinie. Parce que j'ai dit tant que i est inférieur à 6, imprime-moi i. Et pourtant, i est égal à 1. I sera toujours égal à 1 jusqu'à la fin du monde. Ce qu'on doit faire, on doit ajouter une valeur dans i après l'itération. J'ai dit i plus égale 1. Cette forme ici, on appelle ça cycle syntaxique. Donc, ceux qui ont déjà fait la logique de programmation vont comprendre. C'est-à-dire que quand on imprime i, on va maintenant ajouter 1 dans i. Ici, comme i est égal à 1, quand on va imprimer 1, on va ajouter 1 dans i, ce qui fera que i devient d. J'efface. Et puis, je fais maintenant Python 3, boucle, point, py. Ça m'affiche 1, 2, 3 jusqu'à 5. Parce que j'ai dit, tant que i est inférieur à 6, affiche i. Le premier tour, ça m'affiche i comme étant 1. Le deuxième tour, ça m'affiche i comme étant d, parce que ça a ajouté plus 1. Troisième tour, la même chose. Quand ça devient 5, ça ajoute 1, ça devient 6. Et quand ça revient ici dans while, ça vérifie 6 est inférieur à 6. Faux. Ça ne fera plus rien. C'est pourquoi 6 n'est pas affiché. Donc là, 6 n'est pas affiché. Si je fais print après l'incrémentation, vous verrez que 6 sera affiché. Donc ça a commencé par D parce qu'on a incrémenté avant d'afficher. Là, c'est pour while. While ne se limite que quand on donne une condition. Si je dis, je remets comme ça nous affiche jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Mais je peux lui dire de se limiter à 3. Ici, je viens, je dis if, là c'est l'imbrication d'une condition à l'intérieur d'une boucle. If i est égal à 3, je peux lui dire, tu peux faire break. Donc ici, je peux faire break. Donc break va nous permettre de sortir de la boucle, d'arrêter les itérations. Pour comprendre, j'essaie de lancer encore. Ça m'affiche 1, 2, 3 et puis c'est fini. Pourquoi? Quand ça imprime 1, ça vérifie. I est égal à 3. Non. La boucle continue. D, I est égal à 3. Non. La boucle continue. Quand ça revient 3, ça affiche ici 3. 3 est égal à 3. Oui. Ça vient ici, ça prend en compte ces breaks.
directement, on casse la boucle. Il y a des cas où vous devez casser la boucle si la condition est respectée. Par exemple, vous avez un tableau de 100 chiffres, 100 chiffres ou 100 nombres. Et vous vous dites, quand la personne trouve ou quand la boucle va trouver le nombre 40, doit directement se limiter ou se casser. Là, vous devez utiliser break. On peut aussi faire sauter. Donc, comme ici, j'ai dit, je vais faire print après if. Si vous voyez bien le niveau d'indexation, if a comme bloc uniquement break. Comme break ici, print, ce n'est pas à l'intérieur de if. Donc, avec Python, il faut faire très attention avec ça. Ici, on va commencer à imprimer après avoir vérifié la condition. On ne va pas utiliser break. On va utiliser continue. Quand i sera égal à 3, cette opération ici ne sera pas prise en compte. Ça va directement retourner dans les blocs, dans la boucle. On peut vérifier. Essayer un peu de supprimer. J'ai fait clear. Donc là, je vais faire plus 1 au début. J'ai fait plus 1 au début. Et vous voyez maintenant ce que ça me donne. Comme il y a plus 1, ici il y a déjà 1, c'est pourquoi ça commence par D, parce que j'ai fait plus 1. Quand ça devient 3, ça n'affiche pas 3. Parce que je lui ai dit, si tu trouves 3, ne fais plus rien, retourne juste dans la boucle. Là, c'est avec continue. Je peux aussi dire que je teste else et puis j'ai dit print i is no longer less than 6. J'enlève continue ici. J'enlève les autres qu'on a. On remet comme au début. Maintenant, je teste. Donc, vous voyez que ceci est aussi affiché. Quand ça s'arrête, donc ça voit que i devient 6. Et puis directement, ça m'affiche cette partie ici. Donc, avec Python, dans l'autre langage, while ne fait pas c'est else ici. Mais avec Python, vous avez la possibilité, au cas où les derniers nombres ne respectent pas la condition, vous pouvez afficher un message. Là, c'est avec else qui est là. On va maintenant à la dernière partie. Et for loop. J'ai créé un fichier for loop.py. Variable fruit. J'ai apple, banana. Et puis, mettre mango. La boucle for, c'est simplement avec cette syntaxe. Vous avez d'abord for. Unique. In. Les tableaux. Donc, on dit, dans les tableaux qui est là fruit, on considère chaque item comme étant X.
Et puis, on affiche X. J'ai fait clear. Donc, on affiche chaque item. Python 3, for loop. J'ai mal écrit Python 3. Donc, fait que ça m'affiche Apple, banana, mango. Donc, on peut aussi faire des if à l'intérieur. Je peux dire if x comme item est égal à banana fait break. Donc, ça n'affichera plus mango. Vous voyez que ça c'est limité. Break et continue, vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes de boucles. Je commande print. J'ai fait une autre boucle for x in range. On a le range function 10 où je vais mettre 6. On verra ce que ça nous donne et puis on va expliquer. D.print x. Donc ça m'affiche 0, 1, 2 jusqu'à 5. Parce que ça comprend que je vais faire une boucle de 6 tours. En commençant par 0 jusqu'à et puis range 6. Je vais me dire D et puis 6. On voit ce que ça va nous donner pour comprendre directement. Ça commence par D et 6. Dans la range, quand vous ne mettez pas les chiffres des start, ça commence par 0. Mais quand vous précisez, commence par D et termine point 6. Donc ça n'affichera pas 6 vu que l'indice débute par 0. Donc on a besoin de 6 chiffres en commençant de 0 à 6, à 5 plutôt, parce que c'est 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6. Maintenant, on lui dit, ne prends pas les autres, commence directement par D. Je peux dire D, 30, puis 3. On voit avec 3 paramètres ou 3 arguments, ce que ça va nous donner. Donc, ça commence par D jusqu'à 30, mais par step de 3. Ou je vais dire par step de 6. Là, quand vous voulez faire des sauts, D, 8, donc ça prend ça par step de 6. Là, c'est toujours dans range. Il y a deux types de boucles qu'on a vu aujourd'hui. For loop, et puis on a vu while. Donc là, tout ceci, ça constitue déjà une première partie pour nos bases en Python. Parce qu'il y a aussi des notions qui viendront après, mais vous devez d'abord comprendre comment est-ce que vous pouvez déclarer des variables, comment est-ce que vous pouvez faire entrer les données de l'utilisateur, comment est-ce que vous pouvez utiliser des listes, des sets, des tuples, comment est-ce que vous pouvez faire des conditions, faire des boucles, faire des conditions à l'intérieur des boucles. Vous pouvez aussi faire des boucles à l'intérieur des conditions. Tout cela, c'est plus important. Parce qu'alors, vous pouvez commencer à travailler certains projets avec Python. Tout ça, au début, ça paraît simple. Mais si vous ne l'avez pas maîtrisé, ça sera compliqué pour vous à la longue. Il y a des projets qui vous demanderont de travailler surtout avec Python, même si aujourd'hui le PHP a une plus grande partie dans
et développement web, mais vous trouverez toujours des projets qui vous demanderont d'intégrer Python. Imaginons que vous avez un projet qui demande la reconnaissance faciale. Avec PHP, vous pouvez le faire si vous faites des recherches, mais c'est très compliqué puis ce n'est pas adapté. Et le langage qui est mieux adapté avec l'intelligence artificielle, c'est le Python. Et le JavaScript aussi actuellement est très bon dans l'intelligence artificielle. Côté web avec Python, plus tard vous pouvez vous lancer avec Django. C'est un framework Python très puissant aussi. Mais quand vous avez des petits trucs à faire, comme moi personnellement, dans certains projets web, s'il y a des trucs à faire dans l'intelligence artificielle, j'utilise Flask. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'est Flask. C'est un micro-framework. C'est un micro-framework de Python. Cela va vous permettre d'écrire des codes Python et puis l'héberger dans un serveur. C'est plus léger par rapport à Django et autres, parce qu'ici, c'est juste, vous avez besoin de faire un truc simple avec Python, mais c'est dans le web. C'est pour cela que vous devez utiliser ces micro-frameworks. Parfois aussi, je crois, dans les ateliers à venir, on verra comment est-ce qu'on va utiliser Flask, comment est-ce qu'on peut faire plusieurs autres actions avec Python, parce qu'on aura un atelier spécial sur la création des assistants virtuels. Vous avez déjà, certains ont déjà entendu parler de Jarvis. Donc, un assistant vocal, on peut aussi le faire avec Python. Genre, vous pouvez avoir votre ordinateur qui est là et exécuter des commandes à partir de la voix. Python peut faire ce genre de choses. On aura des ateliers spécialisés juste pour ça. Donc, c'est pour cela, nous avons prévu d'abord de faire un débit avec les débits de base de Python. Je sais que ça pourrait être compliqué pour certains d'entre nous parce que certains sont juste en train de suivre la réunion, mais ils ne pratiquent pas, ils peuvent pratiquer après. Et quand ils vont pratiquer après, ça peut avoir des complications autres. Mais si vous avez quelques complications plus tard, quand vous allez travailler, je crois bien, je vais vous laisser notre numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire parce que sur Facebook, notre page est là, mais ce n'est pas tout qu'on pourra résoudre là-bas. Parce que Facebook n'est pas adapté à aider quelqu'un à travailler en ligne ou autre. Donc, je vous laisse mon numéro WhatsApp. Au cas où vous avez un problème concernant ce que nous avons vu aujourd'hui ou concernant un langage de programmation quelconque, bien que je ne suis pas partout dans tous les langages, je suis spécialisé dans quelques langages, mais quand même, je peux vous aider même si je ne fais pas ces langages-là. Moi, personnellement, je suis plus dans PHP avec les frameworks Laravel. Je me spécialise toujours dans certaines choses. Je me suis spécialisé PHP Laravel, côté backend. Je me suis spécialisé Vue.js et React, côté front. Côté mobile, je suis spécialisé en développement Android natif avec Kotlin, mais je fais aussi React native pour les cross-plateformes. J'ai fait du Python, mais ce n'est pas le niveau où je vais, parce que Python est assez vaste. Peut-être ceux qui ont déjà vu mon CV parfois, certains d'entre nous verront que je n'avais pas mentionné Python, parce que j'aime plus écrire les langages ou les technologies où je suis très spécialisé. Python, je l'utilise quand j'ai besoin ou quand il faut. Si un projet, il faut du Python, j'utilise Python. Donc, pour le moment, ceux qui ont des questions, je suis disponible à vous répondre.
Bonsoir. Bonsoir. Je demande si on ne peut pas avoir un PDF sur le coup. Je peux vous envoyer un PDF qui parle du langage Python. Je peux vous l'envoyer, j'en ai aussi. Ok, merci. Bonsoir Oui, bonsoir. et merci encore pour la formation. Et moi, c'est Salvador Yakuba. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, pour le cas de quelqu'un qui apprend la statistique, quel serait le Oui. langage adapté pour apprendre à programmer? Merci. Pour la Oui, personne qui apprend la statistique, bon, à ce que moi j'ai fait, actuellement, il y a deux langages que vous pouvez apprendre. C'est le langage Python et le langage R. Mais je vous conseillerais de commencer par Python. Python fait très très bien la notion des statistiques parce que avec la data science, actuellement, Python est au top. Commencer par Python, c'est plus simple pour comprendre. Les langages R, moi aussi, je n'ai pas trop vérifié ça, mais c'est pour les statistiques. Mais déjà, avec Python, vous serez à l'aise à faire toute autre chose. d'accord, merci. Je vous en prie. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir. Oui, j'ai une petite préoccupation, c'est par rapport à la façon dont la liste, hein, si vous pouvez rentrer dans la liste, la façon dont la liste s'affiche, les éléments de la liste, en les affichant, ça s'affiche avec les crochets et les guillemets. Il n'y a pas moyen Oui. d'afficher les éléments d'une liste sans afficher les crochets et les guillemets, comme on le fait dans d'autres langages, par exemple. Même ici, avec les sets, si j'ai bien vu, avec les sets, les éléments se sont affichés sans les guillemets, sans les crochets. On peut savoir comment ça se fait, peut-être au niveau de la liste. Il y a une autre procédure pour afficher ça comme ça. Attendez, la boucle est fort ici. La liste est là. Et Si j'essaie d'afficher la liste, j'ai fait print fruit. oui, Ceci va m'afficher avec des crochets parce qu'on veut imprimer cette liste. Je fais, c'est for loop. Ça m'affiche le tout avec les mhm, crochets. Si vous voulez afficher les données d'une liste sans crochet, vous devez oui, passer par la boucle for. ok, Si j'enlève ça, je laisse seulement for. Vous voyez que ça m'affiche Apple, banana, mango. Avec cette, on avait aussi utilisé for. Donc, si effectivement. vous utilisez for, vous allez afficher des données sans des accolades et des crochets. Mais si vous affichez directement comme ça, vous aurez des crochets. Ok. Euh, Par rapport aux tuples, les tuples, je trouve que on peut dire que les tuples, c'est comme une constante. Oui. Ça, c'est trop, c'est utile par rapport à la liste. En quoi on peut vraiment être obligé d'utiliser les tuples par rapport, au lieu d'utiliser en lieu et place d'une liste. Bon, par exemple, ici, vous avez des variables ici que vous pouvez utiliser. Coordonnées X et coordonnées Y. Cela paraît un peu trop par rapport au type comme ça. Allô? Maintenant, avec cette manière ici, au lieu d'utiliser des listes, ça sera des Je ne lignes vous de suis code de pas. trop ou ça... Allô? Oh là là. C'est chez moi ou comment? Monsieur Shadrach, vous m'entendez? Oui, je vous entends.
Ah, en tout cas, j'ai un Donc, problème de connexion. Je ne vous reçois pas. l'état policy, c'est quand vous savez déjà que vous avez certaines données constantes. Ce n'est pas du tout obligé d'utiliser des listes. Vous pouvez utiliser ça. Avec les livres que je vous enverrai, vous verrez aussi plusieurs actions qu'on peut faire. Donc, juste avec mon numéro WhatsApp, si vous m'écrivez, je pourrais déjà vous envoyer les livres. Celui qui a une autre question peut poser. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Demain, on continuera avec d'autres leçons. Parce que Python est aussi un langage orienté objet. On va voir comment est-ce qu'on peut créer des classes avec Python, comment sont les objets avec Python, et puis on passera aussi avec la notion des fonctions. Ces trois notions qu'on verra demain. Les fonctions, les classes et les objets. Ce sont des notions très, très, très importantes pour celui qui veut débuter un langage. Ceux qui ont déjà fait la programmation vont facilement comprendre. Mais ceux qui n'ont pas encore fait un langage de programmation, ils vont aussi se retrouver. Donc, Python, c'est un langage très, très, très important actuellement. C'est un langage très, très important. Il vous faut vraiment très bien maîtriser cela. Une question qui est là. Comment inverser un mot en Python? Je peux venir où? On est dans Hello World. C'est A égale Hello World. Oh. J'ai fait print de A. Je supprime. Je viens Python 3. Hello. Ça m'affiche Hello World. Maintenant, on va inverser Hello World. Ce qui va commencer par D et puis aller jusqu'à la fin. Je viens d'abord ici, j'ai fait crochet, des points, moins 20. Vous voyez que les mots étaient versés. Vous pouvez trouver ce système ou cette manière très différente par rapport à d'autres langages. Parce qu'avec d'autres langages, il faut faire point et puis vous passer une fonction. Avec Python, une fois que j'ai fait cette manière ici, ça renverse directement la phrase. Au début, ça avait fini par D. Si ça commence par D, et puis ça part. Donc, ça prend de droite à gauche. J'espère que M. Fataf, vous avez compris. Oui, monsieur. D'accord, là, on se donne rendez-vous pour demain. On va voir les fonctions, on va voir les classes
et les objets. C'est plus la PO, la programmation orientée objet. Parce qu'avec ces 2 jours, quand je vais lancer d'autres ateliers de formation sur Python, j'aurai déjà en tête que la majorité des personnes qui sont abonnées à notre page ou à notre académie ont déjà une connaissance sur les bases du langage Python. On pourra faire d'autres choses plus tard. Presque chaque mois, on peut avoir au minimum un atelier. Mais il y aura des mois où on aura 2 ou 3 ateliers de formation. J'espère qu'on peut prendre, notre séance peut prendre fin maintenant, vu qu'il n'y a plus de questions. S'il y a une question, vous pouvez déjà poser pour une dernière chance. N'oubliez pas de m'écrire par WhatsApp. Le numéro, j'ai laissé dans le chat.